Bon, c'est toujours difficile de passer après Jean Castleman, hein, et surtout pour un neuroradiologue de parler de 1,5 Tesla, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même faire pas mal de choses avec une 1,5. Et donc, en fait, je vais vous raconter une histoire, hein, tout en essayant de respecter le temps qui me reste. Donc, la première chose, l'histoire, c'est qu'est-ce qui nous a conduit à choisir cette machine. Et puis, je ne vais pas revenir sur l'intérêt du 3D, comme ça a été présenté, je passerai un peu plus rapidement dessus. Alors, quels avaient été les points clés pour le choix de notre machine? La première, il nous fallait une machine polyvalente. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, il y avait les antennes. Et puis, un des gros points où on avait challengé les constructeurs, c'était le post-traitement. Et enfin, c'est une machine qui devait accueillir l'IRM fonctionnel. Alors la polyvalence, alors c'est vrai que en neuroradio, on préfère quand même une 3T, mais le problème c'est que actuellement, bon c'est de moins en moins le cas, mais les machines les plus polyvalentes restent quand même les 1.5. Et donc là, je me suis amusé à vous mettre le planning de notre IRM Ingenia, et comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a de la neuro, mais il y a du digestif, il y a des urgences, il y a de la pédiatrie, de la cardio, de l'ORL et encore du digestif. Donc il y a quand même beaucoup de choses sur cette machine. Et donc du coup, ça fait beaucoup d'interlocuteurs qu'il fallait satisfaire au moment du choix de l'IRM. Et donc ça a été un choix extrêmement consensuel. Les antennes, alors ça c'est pour ma partie neuro, nous il faut qu'on puisse faire des examens crâne-moelle dans le même temps parce que c'est indispensable. On le fait pour les sapodiagnostics mais on le fait également pour l'extension tumorale. Et maintenant, vous savez, avec ces histoires de dépôt de Gado, de fibrose néphrogénique, on essaye de diminuer le nombre d'injections et donc du coup ça permet de faire en un seul examen une seule injection et on a l'examen en entier. Donc là c'est un gamin de 4 ans, le pauvre il avait un pinéoloblastome et donc vous voyez que dans le même temps d'examen, on lui a fait le crâne mais également le rachis et tout ça avec une seule injection et avec une qualité extrêmement satisfaisante. Alors le post-traitement, là je vais insister un peu plus. Ce qui nous avait beaucoup séduit, c'était le système Portal. Alors le premier truc, c'est quand on vous montre un système, il faut que vous regardiez bien si vous comprenez pourquoi la personne qui vous le montre, parce que généralement l'ingénieur d'application qui vous le montre, sait où il faut cliquer et après une fois que vous êtes seul face au truc, vous avez quand même plus de mal à savoir où il fallait cliquer. Et alors, le gros avantage avec Portal, c'est que j'avais l'impression de comprendre tout seul où je devais cliquer pour que ça marche et surtout il n'y a pas beaucoup de clics à faire et donc c'était extrêmement intuitif. Et le deuxième truc, on a un parc actuellement avec 3 IRM de 3 constructeurs différents, 3 scanners et donc il fallait que Portal puisse prendre en charge l'ensemble des modalités et tous les constructeurs. Et puis vous savez, on est centre de référence et donc du coup on récupère pas mal de dossiers de l'extérieur et pareil, il faut qu'on puisse comparer les examens. Et ça, on les a challengés en branchant le système sur notre pack. C'est à part la Spectro, on n'a pas réussi à les mettre en défaut. Alors du coup, effectivement, on se sert de ça pour toutes nos techniques avancées en IRM, que ce soit la perf, la Spectro, la Tracto, l'IRMF, et pour toutes nos machines. En fait, on fait l'IRMF sur la 3T, qui est une JI, on le traite sur Portal, il n'y a aucun problème. La seule limite, mais ça, il n'y a pas beaucoup de systèmes de post-traitement qui l'acceptent, c'est la Spectro. Je crois que c'est compliqué d'avoir des systèmes multi-constructeurs pour le post-traitement de la Spectro. Et alors là, on nous a mis à disposition un outil que je trouve absolument génial, qui s'appelle Lobby. Donc je ne travaille pas pour Philips, hein, je suis assez objectif, donc je l'ai là depuis quelques semaines. Donc c'est Longitudinal Brain Imaging. En fait, ça permet de comparer plusieurs examens du même patient de dates différentes, hein, même si c'est des examens qui ont été faits sur des machines différentes, avec des plans différents. Et alors c'est intéressant pour la CEP parce que vous savez que maintenant avec les traitements de CEP sous Tysabri, là on les voit tous les 3 mois les patients et on s'amuse à défiler nos 3D et il faut comparer les images, c'est pas toujours facile. On peut faire du suivi de tumeurs cérébrales et dans les tumeurs on détecte aussi les modifications de volume. Alors là c'est un patient 2009-2013 et en fait donc ce qui apparaît en bleu c'est ce qu'il y a en moins et donc ce qui est intéressant c'est que vous savez que la CEP même sous traitement continue à s'atrophier et vous voyez effectivement on a perdu quelque chose autour des ventricules et autour des espaces sous-arachnoïdiens qui témoignent d'une atrophie. Et puis on a quelques petits points en rouge là qui sont quelques lésions supplémentaires. Alors ça on peut le faire à partir d'un 3D comme ici, mais vous pouvez aussi le faire à partir d'un 2D, donc ce qui est quand même intéressant, des 2D en 4 mm qui ont été faits sur des machines différentes, donc il arrive également à les recaler, et même si on est dans le plan sagittal.
Alors là, c'est des comparaisons, c'était un avis sur dossier, donc vous voyez, hein, c'est la vraie vie. Dossier de l'extérieur, c'était un suivi longitudinal d'une lésion intraventriculaire qui s'est révélée être un méningiome. Donc l'examen initial, l'examen de suivi et la comparaison des deux. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de couleur, donc il n'y a pas de différence. On peut le faire en flair aussi. Alors ça, c'est intéressant pour les lésions infiltrantes. Donc pareil, 2D flair, on voit qu'il n'y a pas de différence. Et puis, vous pouvez vous amuser à faire automatiquement de la volumétrie de votre lésion. Et vous voyez qu'en fait, la volumétrie, elle est complètement stable. Comme c'est un méningiome, c'est des lésions qui évoluent peu. Alors, contrôle post-opératoire. Alors, la tumeur en pré-op, la tumeur en post-op, avec des T1 3D qui ont été acquises dans 2 plans différents. Et en plus, on a poussé la perversité jusqu'à mettre un T1 3D en écho de gradient et un T1 3D en spin écho. Et donc, vous voyez, on y arrive aussi. Et donc, en fait, effectivement, c'est tout bleu, donc la lésion a disparu entre les 2 examens. Mais les vaisseaux sont bleus aussi, parce que, étant donné qu'en spin écho, on n'a pas de contraste dans les vaisseaux, on en a en écho de gradient, c'est sûr que là, on va l'avoir en moins. Suivi de glioblastome, là c'est plus intéressant, ça c'était l'IRM initial, l'IRM de suivi après irradiation. Quand on regarde les images, vous voyez, vous avez des plages en hypersignal dans la substance blanche qui correspondent à des lésions post-radiques, comme ça à l'œil, on pourrait dire qu'elle a diminué un peu, mais effectivement ça confirme, on a du bleu autour de la lésion, mais surtout on a des plages rouges dans la substance blanche qui correspondent aux anomalies post-radiques qu'on va voir en plus. L'IRM fonctionnel, alors on s'est doté du système sans sa vue. Alors l'avantage, c'est que il y a des paradigmes qui sont fournis avec le système, mais il est aussi possible d'utiliser des paradigmes faits maison, donc ce qu'ont mis au point nos neuropsychologues. Et là, pareil, le système est assez convivial et extrêmement intuitif. Et l'autre avantage de ce système, c'est que bon, du fonctionnel, par exemple, nous, on a une dévacation entière de fonctionnel, mais on n'en a pas tant que ça. Et donc c'est quand même un investissement qui n'est pas négligeable dans nos hôpitaux publics avec nos plans de retour à l'équilibre. Et donc ce système peut également être utilisé pour les enfants donc, et pour les patients claustrophobes. Et donc ça leur permet de regarder, pendant qu'on leur fait leur IRM, leur film préféré, en l'occurrence Shrek. Alors, je finis, tout en respectant les temps à peu près, sur les séquences volumiques et neuroradiologie. Alors là, pareil, hein, donc maintenant on peut tout faire en 3D, le T1, le T2, le FLAIR, le STIR, etc. L'avantage, c'est que ça permet de faire des reconstructions multiplanaires. Et en fait, les indications, ça touche toute la neuroradio, comme ce que vous a montré le professeur Kesselman, aussi bien le crâne, le rachis que les plexus. L'avantage, c'est que la résolution spatiale est bien sûr supérieure au 2D, mais quand même, attention à 2 choses. Premièrement, c'est les bilans d'épilepsie, parce que là, vous avez besoin de résolution en contraste qui est importante. Et en fait, le problème des 3D, c'est qu'ils ont une résolution en contraste qui est inférieure au 2D. Donc nous, on utilise toujours du 2D pour les bilans d'épilepsie. Et le deuxième bémol, c'est le vasculaire. Vous savez que normalement, des vaisseaux qui circulent lentement sur un 2D flair apparaissent en hypersignal. Donc ça, c'est intéressant de voir le ralentissement du flux. Et en fait, sur les 3D, vous n'avez pas cette visualisation de ralentissement du flux. Et donc, c'est une information que vous perdez. Et donc, du coup, on n'utilise pas de 3D en aigu dans le cas de nos alertes thrombolyse. Alors les bilans de tumeurs, en pratique, ça c'est les bilans maintenant qu'on a protocolés. Et donc vous voyez, on fait un 3DT1 en repérage et l'injection, ça va être un 3DT1 spin écho, parce que je vous rappelle que l'avantage du spin écho par rapport à l'écho de gradient, c'est qu'il est plus sensible à la prise de contraste. Hein. Donc nous, on n'utilise pas encore le 3DT1 Black Blood, mais je trouve la présentation extrêmement séduisante et je crois qu'on va essayer très rapidement. Mais en tout cas, en routine, donc on utilise beaucoup de 3DT1 spin écho GADO. L'avantage, c'est que les vaisseaux, on les voit pas, et donc du coup, la prise de contraste ne correspond normalement qu'à quelque chose de pathologique. Et l'autre 3D qu'on va utiliser, c'est surtout des 3D flair. Et dans le même temps d'acquisition, en fait, on fait aussi l'imagerie multimodale, comme la spectro et la perfusion. Donc là, c'était un hémangioblastome cérébelleux, donc en T2, avec, on voit le flow void dans les vaisseaux, la diffusion, la cartographie d'ADC. Ça, c'est la séquence de susceptibilité magnétique, notre 3D flair, et puis le 3DT1 GADO. Et dans le même temps d'examen, on a la perfusion de premier passage avec effectivement l'augmentation du volume sanguin cérébral qu'on peut parfois remplacer par de l'ASL quand c'est des examens qui ne sont pas injectés.
Alors les bilans CEP, pareil. Donc vous savez qu'en France, on a maintenant au niveau national, on utilise le bilan off-CEP et pareil pour faire à but de recherche et de faire une banque de données, on n'utilise plus que des 3D T1. Et donc nous toujours 3D T1 en écho de gradient pour le repérage et 3D T1 spin echo pour l'injection. Et donc là, c'était une patiente qui était suivie pour une CEP traitée par fingolimod ou Gilenya, donc DPT2, diffusion, ADC, le 3D en flair et puis les reconstructions dans les 3 plans. Et après, donc le 3D-T1 en sagittal et le 3D-T1 spin echo, donc avec le vide de signal à l'intérieur des vaisseaux pour rechercher les éventuels rehaussements. Alors là où on utilise beaucoup de 3D aussi, c'est pour tous les patients comateux. Là, on fait par contre 3D, c'est T1, T2, flair, et puis on rajoute un tenseur de diffusion. Et on en fait pas mal parce que maintenant, les réanimateurs sont très demandeurs pour des évaluations précoces en cas de discordance entre la clinique et le scanner. C'est-à-dire qu'on a un scanner qui n'est pas très alarmant et finalement le patient ne se réveille pas et on veut savoir pourquoi. Et donc là, il y a une grande supériorité de l'IRM. Et donc ça permet d'une part de faire de l'analyse morphologique à la recherche de lésions axonales diffuses. Et puis on participe aussi au réseau national pour l'évaluation pronostique et donc avec un logiciel d'évaluation à partir du tenseur de diffusion qui compare nos données à une banque nationale. Et donc là, voilà les 3D dans les 3 plans. Et puis en diffusion, vous avez des hypersignaux qui correspondent à de l'œdème cytotoxique, donc qui sont une des formes de présentation des lésions axonales. Et puis sur les séquences de susceptibilité magnétique, on n'utilise plus du tout de T2 en écho de gradient, on n'utilise plus que des séquences en susceptibilité magnétique. Vous voyez ces plages en hyposignal, là au niveau du corps calleux, qui correspondent à vos lésions axonales diffuses. Et pour finir, l'évaluation du plexus brachial. Donc ça, M. Castelman l'a montré. On utilise des séquences de 3D T2 STIR pour faire de la neurographie, en particulier le Nerve View. Et donc là, sur un cas clinique d'une patiente de 45 ans, donc sagittal T2 sur la moelle. Et quand on regarde sur les coupes les plus latérales, vous voyez qu'il y a effectivement une hernie discale qu'on retrouve ici sur les coupes axiales. Et quand on acquiert donc cette séquence sur le plexus brachial, eh bien, on retrouve effectivement une racine qui est plus blanche que les autres, qui témoigne d'une souffrance radiculaire. Elle avait eu au même moment l'EMG. L'EMG était normal. Et en fait, il faut savoir que l'IRM est plus sensible que l'EMG. Et donc, on a souvent des anomalies plus précoces. Ça, c'est les reconstructions. Et puis, l'autre avantage, c'est quand vous arrivez un peu plus tard, ben, vous pourrez regarder les anomalies de signal dans les masses musculaires. Parce que quand vous avez une souffrance radiculaire, ça aboutit à une dénervation musculaire et ça vous donne un hypersignal T2 au sein de vos masses musculaires. Voilà, je m'arrêterai là. Je suis presque dans les temps, je crois. Et je vous remercie de votre attention.